Un crime choquant d'Indonésie où le parquet a gagné un appel pour une peine plus sévère contre le condamné. Bienvenue à Crimes Anatomy, je suis Victor. Je vous apporte des histoires de crimes recherchés à travers le monde. Laissez un like pendant cette vidéo et abonnez-vous pour être informé des prochains cas. Entrons dans le vif du sujet. C'était vers 6h30 du matin, un mercredi en apparence banal, le 5 mars. L'autoroute à péage Biranda à Jakarta, en Indonésie, bourdonnait de l'agitation matinale. Parmi les navetteurs se trouvaient deux opérateurs de grue professionnels, Didan et Sarwoko, se dirigeant vers Pondok, Indah. Alors qu'ils naviguèrent sur la route animée, l'œil de Didan a capté quelque chose d'inhabituel, une forme allongée entre l'asphalte et l'herbe. Au début, on aurait dit un mannequin abandonné. La curiosité le rongeait. Il arrêta le camion, recula légèrement et sortit pour enquêter. Ce qu'il a découvert était bien plus horrifiant qu'il n'aurait pu l'imaginer. Ce n'était pas un mannequin, mais un cadavre. Le corps gisait immobile, le visage bleu-noir, les cheveux en désordre, portant une chemise blanche et un pantalon noir. Un bracelet en caoutchouc rouge avec les mots Java Jazz était visible sur le bras gauche. L'état du corps était si grave que Didan avait du mal à reconnaître le visage. Choqué, Didan s'est tâté vers le camion pour alerter la police. En quelques minutes, les agents de péage sont arrivés et ont rapidement couvert le corps d'un drap. Peu après, la police est arrivée sur place. Le visage était bleu, à peine reconnaissable et grouillant de mouches. Étonnamment, il n'y avait pourtant pas de forte odeur. Le soupçon immédiat était sinistre. La victime avait probablement été bâillonnée avant d'être jetée sur l'autoroute à péage. Le corps a été rapidement transporté à l'hôpital pour autopsie et identification. La victime a été rapidement identifiée grâce à ses empreintes digitales et son bracelet distinctif. Elle était Adesera Angelina Saruto, seulement 19 ans. Le système avancé de carte d'identité de l'Indonésie, Kartu Tanda Penduduk, a joué un rôle crucial dans l'identification rapide. Ce système exige que les empreintes digitales de chaque citoyen soient enregistrées et stockées de manière centralisée, permettant des correspondances rapides même lorsque le visage est méconnaissable. Le bracelet en caoutchouc rouge a fourni un indice sur son passé récent. Elle avait assisté à un festival de jazz local quelques jours plus tôt. Son identification a été rapidement confirmée. Les détails de la victime ont été signalés à la police de la ville de Bekasi, qui avait une adresse résidentielle à Rabamangan, Jakarta Est. Adesera était un brillant étudiant en 2e semestre au collège Bunda Mulia, spécialisé en psychologie. Elle avait une passion pour l'apprentissage de l'allemand et assistait régulièrement à des cours du soir à l'Institut Gotthai de Jakarta. Seule enfant de M. Saruto et Elisabeth Diana, elle a été vue pour la dernière fois par ses parents le 3 mars alors qu'elle devait assister à son cours d'allemand ce soir-là. Les officiers ont dû affronter la tâche sinistre de délivrer personnellement cette nouvelle dévastatrice aux parents d'Adesera. L'autopsie a révélé une vérité effrayante. Son corps portait de nombreuses blessures causées par des traumatismes contondants infligés sur une période précédant sa mort. Finalement, elle avait suffoqué. C'était une indication claire de meurtre. La veille de la dernière fois où les parents d'Adesera l'ont vue, l'événement comme tout autre étudiant. Elle a tweeté en ligne à propos de l'événement, ignorant le sombre destin qui l'attendait après que son père a été absolument stupéfait par la nouvelle, déconcerté par le fait qu'il venait de la signaler disparue le jour où les officiers se sont présentés à leur porte avec la sinistre nouvelle de son sort. Le lundi 3 mars 2014, Adesera a dit au revoir à son père, Saruto, qui l'a conduite à la gare de Klander pour qu'elle puisse prendre le train pour le campus où elle prévoyait d'assister à son cours d'allemand à l'Institut Goethe à 18h30. C'était la dernière fois que ses parents la voyaient vivante. Certaines sources suggèrent qu'Adesera a mentionné qu'elle passerait la nuit chez une amie ce soir-là. Le lendemain, le 4 mars, son père a d'abord pensé qu'il pourrait y avoir un problème avec son téléphone portable, peut-être une batterie à plat. Il espérait la joindre plus tard, mais à 10h du soir ce jour-là, sans aucun contact, l'inquiétude s'est installée. Désespéré, le père d'Adesera est sorti pour la chercher, vérifiant les endroits où il pensait qu'elle pourrait être et demandant à ses amis de l'école de langue allemande, mais elle était introuvable. La famille a signalé la disparition le jour suivant. Quand les parents de Sarah ont dû identifier son corps, ils n'ont pas pu la reconnaître tant il était abîmé. Son visage était entièrement noirci et son corps était couvert de blessures.
La famille endeuillée s'est retrouvée avec plus de questions que de réponses. Que s'est-il passé pour Adézéra dans ces dernières heures? Et qui était responsable de cet acte brutal? Il s'est avéré que Sarah n'est jamais allée à son cours d'allemand le 3 mars. Nadia Amanda Pertami, sa tutrice de langue allemande âgée de 22 ans, s'est inquiétée car Sarah n'était jamais en retard en classe. À 20 heures, Nadia avait essayé de l'appeler 2 fois, mais il n'y avait pas de réponse. Les détectives ont commencé à interroger les amis d'Adézéra, découvrant une piste cruciale. Adézéra avait envoyé un message à un ami mentionnant des plans pour rencontrer une fille, Asifa, à la gare de Gondangdia. Asifa, âgée de 18 ans, avait contacté Adézéra, cherchant des conseils et des orientations pour s'inscrire à des cours d'allemand. Asifa sortait avec son ex-petit ami, Hafid, qu'Adézéra essayait d'éviter. Adézéra et son ex, Hafid, avaient une histoire complexe. Âgés de 19 ans, ils étaient sortis ensemble environ 1 an au lycée. Leur relation a pris fin lorsque Hafid l'a trompé et a refusé de l'admettre. Après la rupture, Hafid voulait se réconcilier, mais Adézéra était résolu dans sa décision de passer à autre chose. Selon la mère d'Adézéra, Elisabeth, Hafid semblait poli, gentil, attentionné et très romantique, venant d'un milieu aisé. Son père était médecin. Elle savait qu'Adézéra avait rompu avec Hafid parce qu'il avait triché. Lorsque la police a interrogé le professeur d'allemand d'Adézéra, Nadia, Adézéra s'était confiée à elle sur la gravité de leur rupture et les conséquences qui en ont résulté, décrivant Hafid comme jaloux et possessif. Tout au long de la relation, il semblait extérieurement aimant, mais extrêmement contrôlant. L'infidélité a peut-être été le déclencheur d'une rupture nécessaire pour échapper à son contrôle étouffant. Elle voulait couper tous les liens et attaches avec lui. Il a même supprimé toutes leurs photos ensemble de son portable. Elle voulait tourner la page. Et comme vous le verrez, la tentative de Hafid pour la reconquérir ne peut être décrite que comme du harcèlement. De plus, les différences dans leurs origines religieuses ont renforcé la détermination de Sarah à mettre fin à la relation. Pourtant, Hafid a continué à la déranger sur les réseaux sociaux, allant même jusqu'à embaucher quelqu'un pour pirater ses comptes. Malgré sa relation actuelle avec Asifa, Hafid a toujours contacté Sarah, un fait connu d'Asifa. Depuis la réunion du 3 mars, Adi Sarah n'a plus donné signe de vie. Son ami du cours d'allemand, Adi, a également donné l'alerte en postant une photo d'elle sur Twitter le lendemain avec le message « Disparu », vu pour la dernière fois à la station Gondangdia, le 3 mars l'après-midi. Avec ces révélations, la police a voulu enquêter sur son ex-petit ami, Ahmed Imam Al-Hafid, ou Hafid. Il croit que d'une manière ou d'une autre, son obsession pour elle et le fait que sa petite amie actuelle ait contacté Adézéra pour se rencontrer le jour même où elle a été vue pour la dernière fois était plus qu'une simple coïncidence. Le 5 mars, les enquêteurs sont retournés à l'hôpital Kipto Mangan Kusumo à Salimba, Jakarta Centre, pour recueillir les résultats de l'autopsie d'Adézéra. Ils ont également cherché à obtenir plus d'informations auprès des amis de Sarah, qui étaient rassemblés à l'hôpital, pleurant la perte de leur ami bien-aimé. Les amis de Sarah la décrivaient comme une personne gentille, humoristique et amicale. L'atmosphère était lourde de chagrin et d'incrédulité. L'autopsie a révélé les détails horrifiants de ces derniers moments. Quand Sarah a été trouvée, elle avait des ecchymoses sur les mains, le cou et les pieds. Son visage était bleu, presque méconnaissable, et sa bouche était bourrée de journaux. La cause de sa mort était l'asphyxie due à un morceau de journal coincé dans sa gorge. Les nombreuses ecchymoses indiquaient qu'elle avait été battue avec un objet contondant, suggérant qu'elle avait subi des abus des heures avant sa mort. Parmi ceux qui pleuraient à l'hôpital se trouvaient Hafid et Asifa. Ils semblaient choqués et ont exprimé leurs condoléances, allant même jusqu'à maudire sur les réseaux sociaux la personne responsable de la disparition de Sarah. Hafid semblait particulièrement bouleversé et désemparé, se fondant parmi les amis en deuil. La police a interrogé Hafid et a noté qu'il n'avait pas d'alibi solide la nuit où Adézéra a disparu. Selon certaines sources, la police aurait constaté une morsure sur sa main. La police a arrêté Hafid le lendemain, le 6 mars. Hafid, appréhendé à 16 heures, Orima Sakit Shipto Mangun Kusumo Central Jakarta alors qu'il pleurait la victime. Hafid a rapidement avoué durant l'interrogatoire.
Il a révélé à la police l'implication de sa petite amie, Asifa, et elle a été arrêtée 1 heure plus tard à l'université Calvis à Pulamas, à Jakarta-Est. La police a observé que pendant l'interrogatoire, aucun des suspects n'a montré de remords. En fait, ils ont même ri par moments, affichant une indifférence glaçante face à la gravité de leur crime. Ils ont admis qu'une certaine Sarah a été tuée à l'intérieur d'une petite voiture Kia Vista sur la route de Jakarta Sud à Jakarta Est, après des heures de torture et de coups. La séquence d'événements suivante a reconstitué le parcours de Hafid, Asifa et leurs victimes, révélant un chemin sombre et tordu qui a conduit à la mort prématurée de Sarah. Les événements tragiques du 3 mars se sont déroulés avec une précision sinistre qui a été mise en mouvement par Hafid. Il a demandé à sa petite amie Asifa d'organiser une rencontre avec Adessera, sous prétexte de prendre des cours d'allemand. Ils allaient se rencontrer à la gare puis se diriger vers la classe. Selon Hafid, c'était la seule option car Adessera refusait de le rencontrer. Selon Asifa, le couple prévoyait de kidnapper uniquement Adessera, peut-être dans le cadre d'un plan de vengeance. La réunion s'est tenue vers 17h30. Quand Adessera a rencontré Asifa, elle était amicale et reconnaissante. Mais peu de temps après, Hafid a prétendu être par hasard dans la région et leur a offert un trajet. On ne sait pas ce qu'Asifa lui a dit, mais d'une manière ou d'une autre, elle a convaincu Adessera de monter dans la voiture. Cependant, rien de grave ne se produirait pour l'instant. Comme prévu, ou peut-être inattendu, Hafid les a conduits au cours d'allemand dans le quartier de Menteng, au centre de Jakarta. Les 2 femmes sont sorties de la voiture. Hafid et Asifa ont fait semblant d'avoir une dispute dans laquelle elle a demandé à Asifa de remonter dans la voiture. Asifa, visiblement bouleversée, a supplié Ansara de ne pas la laisser remonter seule dans le véhicule. Il n'est pas clair quelles paroles ont été échangées ici ou pourquoi Adessara est remontée dans la voiture. Peut-être qu'elle pensait avoir une expérience personnelle de ce que traversait Asifa en raison de sa propre implication et expérience avec Hafid. Ému de les voir lutter ensemble. Une fois à l'intérieur, le piège s'est déclenché et la situation a tourné à la violence. Ils ont commencé à agresser Adessera. Inquiet qu'elle puisse s'enfuir, Asifa a admis avoir eu la brillante idée de lui demander de se déshabiller. La honte d'être nue dans une société conservatrice la garderait à l'intérieur de la voiture. Elle allait déshabiller Adessera elle-même, mais elle a résisté et a choisi de se déshabiller elle-même à la place. Vers 19h, les abus ont empiré. Hafid a donné un coup de pied à Adessera dans le cou, l'a frappé et lui a administré des décharges électriques avec un pistolet paralysant, la tassant au moins 3 fois. Asifa l'a rejoint, frappant Adessera avec ses chaussures. Pour faire taire ses cris, Asifa a bourré la bouche d'Adessera avec du journal. Selon leur aveu, l'agression a finalement fait perdre connaissance à Adessera. Vers 9h25, Asifa a vérifié la poitrine de Sarah et n'a pas pu détecter de battement de cœur. Puis elle a vérifié son pouls et sa respiration, mais il n'y en avait aucun. Ironiquement, c'est à cet instant que le duo a rapporté des problèmes avec leur véhicule. Elle tomberait en panne à plusieurs reprises tout au long de la nuit, et ils paniquaient en pensant aux conséquences de ce qu'ils venèrent de faire et à ce qu'il fallait faire ensuite. Asifa a caché Adessera du mieux qu'elle pouvait, et a fait semblant que son ami dormait avec la tête de côté. La première panne de voiture a eu lieu près de l'appartement ITC Kemayoran, où un exploit a cherché de l'aide pour recharger une batterie auprès d'un chauffeur de taxi. Mais après 200 mètres, elle est retombée en panne. Ce schéma s'est répété. La voiture a eu plusieurs pannes durant la nuit. Ils ont roulé toute la nuit, vraisemblablement avec le corps sans vie d'Adessera. Je dois noter, c'était leur récit. La seule chose claire est la chronologie, et il est très probable qu'ils aient présenté cette version, car elle les montre sous le meilleur jour possible. Il pourrait aussi être possible qu'Adessera était vivant, oscillant entre conscience et inconscience, alors qu'ils continuaient leurs actes néfastes. À 2h du matin, en passant par Kemayoran, la voiture est tombée en panne à nouveau. Pendant ce temps, Asifa a remis les vêtements de Sarah. À 11h du matin, le 4 mars, Hafid a appelé un ami pour une batterie de voiture. Quand l'ami est arrivé, il s'est renseigné sur la personne qui était toujours à l'arrière. Hafid a répondu nonchalamment que c'était bien un corps, ce que son ami a rejeté comme une blague morbide. Une fois la voiture remise en marche, le duo a alors commencé à chercher un atelier, mais n'a pas réussi à en trouver un à Rabamangan.
Finalement, à 5h30 de l'après-midi, ils ont trouvé un atelier à Salemba. Le corps d'Atasara a été laissé sur la banquette arrière, recouvert d'un tissu pashmina appartenant à une sifa. Après avoir réparé la voiture, ils ont continué leur voyage pour se débarrasser du corps de Sarah. À un moment, ils ont éteint le portable de Sarah, essayant davantage d'effacer sa présence. À 20 ils ont pris l'autoroute à péage ouest Bekassi-Bentara. Arrivés au kilomètre 49 en direction de Sikundir, ils ont jeté sans cérémonie le corps de Sarah sur le bord de l'autoroute à péage. Ensuite, ils ont conduit vers la mer de Jatai, Bikasi, en se débarrassant de divers objets en cours de route, des mouchoirs, des journaux et le portefeuille de Sarah. Ils ont quitté l'autoroute à péage de Jor à Jataisi et sont rentrés, s'arrêtant finalement à Indomarit à Pulo-Gabang pour nettoyer et éliminer les preuves restantes. Ils ont jeté les chaussures et le sac de Sarah avant de retourner dans leurs maisons respectives. Même selon les comptes d'Azifa, le corps de Sarah avait été dans la voiture pendant 21 heures au moment où il a été jeté. Le chef de l'unité d'enquête criminelle de la police de la ville de Bekasi, Kompol Nuredi Irwansia, a décrit cette effrayante séquence d'événements qui a conduit à la fin tragique de la jeune femme et à sa découverte le lendemain. Après le meurtre horrible, Hafid n'a pas oublié de nettoyer les affaires d'Adisera. Il ne s'est pas contenté de se débarrasser de son portefeuille et de son sac, mais il a également vendu son téléphone portable dans un centre commercial pour 4 millions de roupies indonésiennes, soit environ 245 $ américains. Cela a été confirmé par le chef de la sous-division des relations publiques de la police de la ville de Bekasi, adjudant Kepala Polisi Siswo, qui a révélé que Hafid avait demandé conseil à un ami avant de vendre le téléphone. Pendant ce temps, Alji et Galang, deux des amis de Hafid, ont également été interrogés par la police qui étudiait à la même université. Ils étaient des témoins qui auraient vu le corps d'Adesera dans la Kia Visto de Hafid. Alors que l'enquête se poursuivait, des preuves cruciales ont été découvertes. Des morceaux de journal, la carte de lycée de la victime, sa carte d'identité, sa carte d'étudiant, un livret d'épargne bancaire, une carte de retrait automatique et un pistolet paralysant ont été trouvés dans un fossé devant la maison de Hafid. Sa voiture, une Kia Visto, a aussi été saisie. Le chef des relations publiques de Polda Metro, Jaya Kambis Rikwanto, a confirmé que la police avait confisqué la Kia Visto, plaque d'immatriculation B 8238JO, une paire de chaussures pour femmes appartenant au suspect utilisées pour battre la victime et d'autres preuves cruciales. La voiture était un témoin silencieux de la brutalité infligée à Adesera. Quel était le mobile de ce crime? Selon la police, la motivation de Hafid venait de la frustration qu'Adesera a refusé de communiquer avec lui après la rupture. Il ne pouvait pas accepter qu'elle voulait passer à autre chose et sa frustration grandissait chaque jour face à son refus de le reprendre. Il voulait lui donner une leçon et l'exposer à sa douleur. Asifa, d'autre part, craignait l'abandon. Selon elle, elle se sentait menacée qu'Hafid puisse retourner à Adesera. À plusieurs reprises, elle a également prétendu être une victime. Mais nous en parlerons plus tard. Je dois noter, n'est-il pas surprenant qu'elle soit celle qui a eu l'idée d'humilier Adesera et de lui enlever ses vêtements, et qu'elle ait fourré du journal dans la bouche d'Adesera, ce qui a été la principale cause de sa mort par suffocation. Malgré leurs affirmations selon lesquelles l'intention initiale était simplement d'enlever Adesera, la présence d'un pistolet paralysant et les coups qu'ils ont infligés sur une longue période indiquaient le contraire. Comment ils n'ont pas cherché de l'aide pendant des heures et ont même continué à vendre son téléphone, à jeter ses affaires et à la jeter sur le bord de la route comme une ordure était extrêmement cruel. Adesera était décrite comme étant belle comme sa mère, mais son corps en décomposition, lorsqu'il a été trouvé, n'était même pas reconnaissable par son propre père. Telle était la cruauté de leur crime. Dans le cas de Hafid et Asifa, leur intention n'était peut-être pas de causer la mort d'Adisera, mais plutôt de l'humilier. La manière imprudente dont ils ont commis ce crime n'a montré aucune préoccupation pour son bien-être à aucun stade, et cela soulève des soupçons d'intention. Même selon leur propre compte, ils ont négligé de vérifier son état malgré son inconscience, ce qui remet davantage en question la véracité de leur version des événements. Au cours du procès, Hafid et Asifa ont mis fin à leur relation et étaient visiblement assis séparément.
Asifa s'est présentée comme une participante réticente, affirmant qu'elle s'est conformée par peur des répercussions d'un défi à Hafid. Cependant, ce récit était largement en contradiction avec leur première confession à la police. Tous deux ont été inculpés en vertu de l'article 340 du Code pénal pour meurtre prémédité. Lors d'un procès tenu le 9 décembre 2014, Hafid et Asifa ont été condamnés à 20 ans de prison. Asifa, dans sa défense, a insisté, je cite, « Je n'ai jamais eu la moindre intention, encore moins le projet de tuer la victime. Je n'ai jamais préparé les outils qui auraient servi à tuer la victime. » Ces paroles, citées du dossier de cassation, reflétaient une tentative désespérée de rejeter la faute. Asifa a continué, citation, « En fait, je n'ai jamais pensé ou imaginé que les journaux, dont l'intention était seulement de bourrer la bouche de la victime pour qu'elle ne crie pas, avaient réellement causé la mort d'Adessera. » Elle a affirmé que la personne dominante dans la torture d'Adessera était Hafid, qui l'avait électrocuté à plusieurs reprises. Asifa a seulement admis avoir giflé Adessera et d'autres actions mineures. « Ce n'était pas mon intention, mais à cause des ordres d'Hafid, a déclaré Asifa. Dans une condition acculée dans une voiture verrouillée, sous la pression d'Hafid, j'avais peur et j'étais confus sur quoi faire. » Sa voix tremblait alors qu'elle décrivait la peur et la panique qui l'avaient envahie. Asifa a peint une image de terreur, disant, je cite, « Voyant Hafid commettre cet abus, je suis resté silencieux et j'avais peur de voir ce qu'il faisait. Dans un état de panique et d'esprit instable, j'ai simplement suivi ce que Hafid ordonnait, car j'avais peur que cela m'arrive. » Considérant le caractère colérique et enragé de Hafid, son témoignage dépeignait une jeune femme submergée par la peur et manipulée pour se conformer. La sombre saga entourant le meurtre d'Adessera ne s'est pas terminée avec le procès. Les voisins d'Asifa ont raconté des scènes troublantes qui ont peint un tableau différent de sa relation avec Hafid. Citation, Asifa a été vue se faire gifler dans la ruelle la nuit. La famille ne sait pas, a déclaré Jenu, un voisin. Jenu ne comprend pas pourquoi la famille d'Asifa a continué d'accueillir Hafid et s'est même vantée de lui. Citation, je me souviens encore, a dit la mère d'Asifa, le petit ami d'Asifa est attentionné, il aime l'amour. Le drame judiciaire a atteint son apogée suite à la lecture du verdict. Asifa Ramadani aurait perdu connaissance alors qu'elle était sortie de la salle d'audience. Le 9 juillet 2015, la Cour suprême a accordé l'appel du procureur, augmentant les peines de Hafid et Asifaya à la réclusion à perpétuité. Cette décision les a marqués comme certains des plus jeunes individus à recevoir une telle punition sévère en Indonésie. La Cour a remarqué comment Adessera était un enfant unique, et la perte et le chagrin irréparable que cela avait causé à ses parents, dont la lignée s'est terminée avec sa disparition, est une cruauté qui doit être reconnue. Il est probable que ce sont des facteurs importants dans la culture et les tribunaux indonésiens. Chers auditeurs, votre avis? Le meurtre d'Adessera était-il prémédité? Ou était-ce un enlèvement et une agression qui ont horriblement mal tourné? Dans une interview en 2022, les parents d'Adessera ont révélé leur chemin vers le pardon. Dieu, avec sa promesse de nous accompagner, comment se fait-il que Sarah soit morte assassinée? Je blâme Dieu et je suis en colère contre Dieu. Je n'aurais jamais imaginé que notre unique enfant serait appelé avant moi et ma femme. Les parents sont comme notre passé. Quand ils meurent, nous avons encore de l'espoir pour l'avenir, pour avoir des enfants. Mais quand l'enfant part, l'avenir disparaît. Il a dit, tu dois aimer ton ennemi. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas en sécurité. Tu seras éliminé. Ne rends pas le mal pour le mal. J'ai prié comme ceci, Dieu renforce-moi, Dieu renforce-moi. C'est la dernière fois que je vois Sarah. Sarah sera enterrée. Traîner lentement comme si j'entrais dans la tombe. Et l'eau de l'amour, Père. Papa, je connais le sentiment d'amour, papa, c'est incroyable. Je sais que ton cœur, c'est Opit et Nasifa sont aussi tes enfants. Alors papa est triste. Oh, pourquoi as-tu fait ça? Quelque chose de mal? Alors papa veut les emmener tous les deux pour retrouver leur paix intérieure avec... C'est la bonne chose. Alors j'ai dit, d'accord père, ne m'attire pas plus profondément pour ressentir ton amour.
Père a dit, chaque jour je pleure pour chaque acte humain qui fait le mal. Je pensais, Dieu, tous les jours, tu ne te lasses pas de pleurer, n'est-ce pas? Il est tout à fait juste que tu donnes Jésus pour sauver les humains. J'ai dit, n'ai-je pas dit, Dieu ne m'enfonce pas davantage? Je suis la mère de Sarah. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis Éden. Comment pourrais-je envisager de nuire à un être cher? Cette affaire a provoqué un tollé public massif dans toute l'Indonésie. Le fait que les auteurs étaient un couple d'adolescents a suscité une discussion concernant la violence chez les jeunes. En regardant le profil social du couple, Asifa semblait être juste une autre jeune normale, tandis que Hafid avait montré du cyberharcèlement envers Adusera après la rupture, via Twitter et le piratage. La violence chez les jeunes, caractérisée par des actes agressifs comme des préjudices physiques ou même la mort, est alarmante commune dans le monde entier. Par exemple, aux États-Unis, l'homicide est la 3e cause de décès chez les 15 à 19 ans. Les amis et la famille continuent de parler affectueusement d'Adesera, mentionnant comment, en raison de sa nature gentille, humoristique et amicale, elle était prête à aider quiconque en avait besoin, quelque chose que ses pieds connaissaient et utilisaient contre elle pour tendre un piège mortel. Adesera Angelina Saruto, puisses-tu reposer en paix.